Bienvenue au jeudi de la photographie, épisode du 11 juin 2020. Déjà le mois de juin, déjà le 11 juin. Bonsoir Daniel, ça va bien? Bonsoir François, ça va bien, Ouais, toi? ça va bien. Puis ce soir, à partir de ce soir, on va avoir un nouveau collaborateur avec nous. Ça va être Gaëtan qui a déjà participé à d'autres épisodes. Gaëtan, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va très bien, merci. Good. Juste avant qu'on commence, je vais te dire quelques trucs. Fait que les jeudis de la photographie, c'est tous les jeudis. Pour participer, il faut utiliser le logiciel Zoom. Vous pouvez trouver toutes les informations sur la page Facebook des jeudis de la photographie. L'émission dure 1 heure, puis je veux juste vous avertir que c'est enregistré et que ça sera diffusé plus tard sur la page YouTube des jeudis de la photographie. En ce moment, la plupart de vous autres, vos micros sont éteints. S'ils ne sont pas éteints, je vous demanderai juste de les mettre à mute. Merci. Merci, Micheline. Juste de les mettre à mute. Non, André, tu peux laisser ton micro démuté parce que c'est toi l'invité. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas à démuter le micro et à poser votre question. Puis si vous ne voulez pas poser votre question, si vous êtes trop gêné ou je ne sais pas trop, vous pouvez m'envoyer la question à moi ou à Daniel, puis on va la poser directement à notre invité de la semaine qui est André Boucher. Daniel, ça va bien? Ça va très bien. Et toi, François? Passe une bonne semaine? Ouais. Une bonne semaine en confinement. Tranquille. Tu fais quelques trucs en photo? Je travaille sur un projet, mon même projet que je travaillais la semaine dernière, qui est des photos anciennes d'un photographe qui est allé en Chine dans les années 40. Fait que je suis en train de scanner ces photos-là puis de faire un peu de recherche. Puis je travaille sur des petits projets personnels. Là. J'en profite là, pendant que je suis perdu dans le bois avec mes marmottes. Oui, que j'ai vu en photographie d'ailleurs. Oui, c'est ça. J'ai vu sur ma page Facebook. Là, il y a une petite famille de 3 petites marmottes en dessous de mon balcon. Là, je crois que ce sont tes nouveaux amis. Oui, voilà. Il est peut-être temps que tu viennes faire un petit tour en ville. Exactement. De quel livre tu nous parles cette semaine, Daniel? Un seul livre cette semaine, François. Parfois, j'arrive avec un ou avec 2 livres. C'est un seul livre cette semaine. Parce que je voulais mettre un peu l'accent dessus. Il y a parfois on est arrivé avec des livres qui étaient beaucoup plus connus. C'est rare qu'on arrive avec un livre d'un photographe qui est près de nous, mais qui est un photographe de réputation internationale, Daniel Morel. Daniel Morel qui avait le Photocafé à Montréal, qui est devenu un ami près de moi. Et puis, avec tout un travail qu'il a fait pendant de nombreuses années sur le vaudou. Et ce qui est intéressant du travail de Daniel, de ce livre-là, c'est que c'est un regard qui vient de l'intérieur. Souvent, les images qu'on a vues ont été réalisées par des photographes qui étaient de l'extérieur, qui n'étaient pas de la culture haïtienne comme telle, alors que Daniel a pris le temps, au fil des ans, de faire le tour des différents endroits où, effectivement, la culture du vaudou est mise de l'avant. J'ai eu la chance d'y aller il y a 2 ans avec Daniel à Montréal, à Port-au-Prince, justement dans le cadre de Guédé, le festival de la fête vaudou qu'il y a tous les mois de novembre. Et puis, ça m'a permis d'avoir un regard qui était très différent sur tout ça. Alors, le livre est vraiment excellent. Il est paru l'année dernière. Et puis, c'est un livre, je crois, une centaine de pages, je crois, quelque chose comme ça. Et qui fait le tour de différents aspects des textes de Claude Gilles qui expliquent bien un peu toute cette approche-là et qui défend même certains thèmes que certaines personnes peuvent avoir. Alors, c'est un livre que je considère réellement avoir. C'est possible, si vous voulez vous le procurer, de communiquer via Facebook avec Daniel Morel, photographe, qui va pouvoir vous aiguiller. Donc, un livre réellement à voir. Alors, c'est mon livre de la semaine, François. Oui, Daniel, qui est un individu extrêmement sympathique.
Très- Oui, qui a été lauréat aussi de prix au World Press Photo et tout ça. C'est un excellent photographe, quelqu'un qui photographie depuis de très, très, très nombreuses années. Puis on se demande jusqu'à quel point il n'y avait pas déjà un appareil photographique dans les mains au moment de sa naissance. Ah ouais, ouais. Quand tu le Et rencontres, tu es en train de photographier. Il est tout le temps- toujours. Fait que lui, il va prendre tous les moyens, aussitôt qu'il y a quelque chose dans les mains qui lui permet de photographier, il va le faire. C'est un téléphone cellulaire, c'est un gros appareil photo. Le gros Canon qu'il utilisait pour travailler portait des marques incroyables qui nous laissaient croire qui nous faisait bien voir que finalement, c'est un outil de travail qu'il traîne quotidiennement. Daniel m'avait déjà dit à un moment donné que la photographie, c'était pas une passion, mais une obsession pour lui. Daniel il était propriétaire du Photo Café. Est-ce que tu sais ce qu'il fait maintenant, ces temps-ci? Il photographie toujours, mais il n'est pas. Ce serait complexe peut-être un peu plus à expliquer. Il a choisi de prendre du temps pour se consacrer essentiellement à photographier et à faire des choses qu'il aime. OK. Cool. Mon ami Gaëtan, comment ça va? Ben, ça va bien, toi? Ça va très bien. As-tu un petit truc à nous parler cette semaine? Ben, écoute, il y a deux petites nouvelles qui sont, à mon avis, intéressantes. La première étant, c'est une nouvelle qui vient de André D. Wagner, qui est un photographe de rue très, très connu aux États-Unis. Puis il fait du sacré beau boulot. Et le mec, il shoot principalement à la Tri-X de Kodak. Et depuis quelques temps, souvent quand on utilise un film en 35 mm, souvent c'est du 36 poses, mais on peut souvent aller chercher une photo ou deux de plus. Là. Souvent, le 36 poses, il va s'étendre à 37, voire 38 photos. Et ce qu'il a remarqué depuis quelques temps, c'est que souvent la shot 37 et 38 a des marques noires en surface. Donc, les photos sont inutilisables. Et on voit ici le message qu'il a lancé sur Twitter là, à Kodak, comme quoi il demandait si Kodak était au courant de ça. Et oui, Kodak est au courant et travaille sur la situation. Donc, si jamais il y en a parmi vous qui shootez avec de la Tri-X 35 mm, 36 poses, puis que vous remarquez que vos shots 37 et 38 sont noirs, ben, c'est tout à fait normal. Ben, c'est pas normal parce que c'est un problème, mais c'est un problème qui est connu de chez Kodak. Donc, il travaille présentement sur la situation. Moi, j'ai réglé le problème facilement, Gaëtan, en arrêtant mon 36 poses à 35 pour être certain que ça rentre sur mes feuilles d'archivage. Ah, voilà, ça c'est chiant, hein? Il n'y a rien de pire que ça, avoir 37-38 pauses et que ça ne rentre pas tout dans les feuilles d'archivage, effectivement. Oui, on ne sait pas quoi faire avec les dernières. Fait que j'ai réglé ça. Bien fait, Daniel. Bonne idée. La deuxième nouvelle, c'est. D'ailleurs, je vous en avais parlé il y a quelques semaines d'un nouveau modèle chez la compagnie Intrépide, qui est une compagnie qui fait des chambres photographiques grand format. Et il y a une couple de semaines, je vous avais parlé d'une 4x5 là, toute noire avec impression 3D et tout. Et cette semaine, ils ont annoncé qu'ils lançaient sur le marché au mois de juillet un format 5x7. Donc, à ma connaissance, c'est pas mal une des seules compagnies là, qui font encore du 5-7 aujourd'hui. Donc, je trouve ça très intéressant parce que il y a plein de gens encore aujourd'hui qui croient que l'argentique, c'est complètement mort, qu'il n'y a plus rien qui se fait. Et c'est vraiment très cool de voir cette compagnie-là qui fait encore des appareils grand format. Et ce que vous ne savez pas, depuis la dernière fois que j'en ai parlé, du 4x5, mais j'en ai commandé une depuis ce temps-là. Avons-nous une idée de combien va coûter ce 5x7-là? Ben, tu vois, la 4.5, elle se vend 280 pounds sterling. Ils ont une 8.10 qui se vend 480 pounds sterling. Donc, j'imagine que la 5.7 va se situer là, entre les deux. Donc, en bas de 1000 $, évidemment sans objectif, là, mais quand même en bas de 1000 $ là, pour un appareil
neuf, fait à la main complètement. Il n'y a rien qui est fait ailleurs que dans leur usine là, en Angleterre. Bon, alors, si jamais il y a quelqu'un qui veut me faire un cadeau, si vous voulez vous cotiser, ça m'intéresse. Il y a aussi, j'aimerais vous parler, d'ailleurs, c'est Daniel qui m'en a glissé un mot. J'ai publié un article cette semaine sur mon blog au sujet de développement lent. Je ne vais pas rentrer en détail dans le sujet parce que c'est un sujet qui est un peu complexe, surtout sur l'article que j'ai écrit cette semaine. Mais la recette originale du développement lent, je vais vous l'expliquer très rapidement. En fait, c'est que vous savez qu'en photographie argentique, on doit évidemment développer nos négatifs. Et habituellement, les recettes normales de développement se situent entre 6 et 12 minutes selon la dilution de notre révélateur et tout. Dans le cas du développement lent, ça porte vraiment bien son nom, c'est vraiment très lent. On parle de 1 heure. Donc, au lieu d'utiliser une très grande quantité de révélateurs, avec le développement lent, on se trouve à utiliser seulement que 6 millilitres pour 600 millilitres d'eau. Donc, c'est très peu de révélateurs. C'est une technique qui est très économique. Et l'avantage de ça, c'est que le développement lent permet de vraiment aller chercher du détail dans les hautes lumières, mais aussi dans les ombrages. Surtout avec des films périmés. Ou des films que vous n'êtes pas trop sûr si vous avez fait des erreurs au niveau du temps de pause, de l'ouverture et tout. C'est une technique qui est qui pardonne beaucoup, qui pardonne les erreurs. Sauf qu'évidemment, bon, c'est pas juste la perfection. Évidemment, cette technique-là fait en sorte qu'on peut avoir quelques soucis au niveau du rendu. Notamment sur certains films, cette technique-là va faire exploser le grain considérablement. Donc, si vous n'aimez pas le grain dans vos images, clairement, n'utilisez pas cette technique-là. Donc, c'est vraiment une technique qui est très intéressante. Moi, quand je shoot avec un film noir et blanc qui est périmé, automatiquement, je le fais toujours là, en développement lent comme ça. Fait que, je voulais vous en glisser un mot. Je ne vous en dis pas plus, mais je vais vous laisser découvrir notamment mon article de blog principal là-dessus et que probablement François pourra publier là, dans les notes là, sur le groupe des Jeudis de la photographie. Donc, Comme tu ça, peux vous allez mettre le pouvoir... lien aussi, si tu veux, dans le chat, là. Oui, dans le chat, je pourrais le mettre aussi. Donc, vous allez pouvoir prendre le temps de regarder ça parce que c'est quand même quelque chose qui est un peu technique, mais très simple. Fait que des choses simples et techniques, c'est rare, là, mais c'est assez le cas avec le développement lent. Fait que je vais vous laisser découvrir ça là, quand vous aurez 2-3 minutes. Puis, si je peux me permettre, mon jeune ami Gaëtan, je vais me plugger parce que je suis ton invité sur ton... Ben oui, on a eu une petite discussion cette semaine, moi puis toi. Évidemment, certains d'entre vous le savez peut-être, j'ai un podcast qui s'appelle Émulsion, qui est un podcast qui est rattaché à mon blog qui s'appelle Émulsion News. Et cette semaine, notre cher ami François était mon premier invité là, dans les entrevues que je vais faire là, pour le podcast. Fait que c'était vraiment très intéressant. De tout sauf de photographie. Pardon? On a parlé de tout sauf de photographie. Pas vrai. OK, merci beaucoup, Gaëtan. De rien. C'est intéressant comme d'habitude. Merci, Gaëtan. Daniel, tu vas nous présenter notre invité de la semaine. Notre invité de la semaine, qui est André Boucher. André Boucher, ben, je vais essayer de vous faire ça rapide un peu, même si je pourrais en dire bien, bien longtemps sur André. André commence sa carrière en photographie il y a de nombreuses années, suffisamment pour dire qu'il a commencé un peu avant moi, je pense. On ne rit plus dans ce cas-là. Mais dans le même coin, d'ailleurs, dans la ville de Québec, initialement, où il travaille pour le journal Le Soleil. Donc, les premières photographies d'André, son travail est essentiellement documentaire. Il travaille au Soleil pendant quelques années. Il devient même président du syndicat des photographes là-bas. Il y a des anecdotes que je ne raconte pas tout de suite. On se les garde pour tout à l'heure, André. André a complété des études en communication.
C'est un grand amoureux de la photographie. Il se cultive énormément. Il connaît les grands photographes. Il s'en inspire. Son approche est particulière. Il a un regard aussi la composition des images est parfois impressionnante. Là, pour toutes les images que j'ai vues d'André au fil des dernières années. Et puis, il prend un jour un virage vers la photographie contemporaine. Alors, c'est un peu tout ça qu'on va explorer. C'est, oui, le travail d'André, mais toute la passion d'André. Puis quand vous allez l'entendre parler, vous allez comprendre rapidement qu'il est très passionné. Si jamais, de temps en temps, pendant l'entrevue, vous réalisez que vous avez l'impression que je le coupe quand il parle, c'est parce que je le connais souvent. Alors que de temps en temps, il faut que je l'arrête un petit peu. André, merci d'être présent et bienvenue. Merci de l'invitation. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, ça va très bien. On est vraiment content que tu sois là, André. Vraiment content. Écoute, on avait envie un peu que tu nous parles un peu de tes débuts en photographie parce que je viens de raconter tout ça, mais je ne connais pas, je ne sais pas comment tu en es venu à la photographie. C'est quoi ton premier contact avec la photographie? En réalité, quand j'ai terminé la dernière année de mes études en communication à l'ATM à Jonquière, on avait des cours de conception d'images. Puis, je me suis rendu compte qu'on avait des cours, pas des cours de photographie en tant que tel, mais comment interpréter une image, comment lui donner un sens. Puis, on se servait des appareils. Je n'avais même pas d'appareil photo à l'époque. On se servait des appareils que le cégep nous fournissait. Puis là, j'ai commencé à faire de la photo. Puis à un moment donné, waouh, j'ai pogné la piqûre. Je me suis rendu compte que j'avais un goût plus prononcé parce que c'est surtout en graphisme. Je me dirigeais pour être un graphiste, designer graphique. Puis finalement, moi, j'ai des problèmes d'astigmatisme. Puis quand je me concentre trop sur des dessins, il y a un problème. J'ai des migraines. J'ai développé des migraines, tout ça. Mais finalement, je me suis rendu compte à la fin de mon cours que je n'étais pas fait pour faire ce métier-là. Mais parallèlement, j'avais développé... fait que finalement, j'ai déménagé à Québec. Un concours de secondaire, ça serait trop long à raconter, là. Mais puis là, je m'étais procuré un appareil photo à l'époque, là. Puis finalement, rendu à Québec, je travaillais dans une compagnie de photographie aérienne, mais en laboratoire. Puis là, moi, on m'avait proposé ce travail-là. Puis je me disais, c'est en photographie. Puis là, je me suis rendu compte une fois sur place que je travaillais dans un lab. Tu sais. Je développais des gros rouleaux de photos qui avaient été pris pour le ministère des Terres-et-Forêts pour faire des cartes. Fait que là, finalement, je me suis dit, je ne peux pas passer ma vie là, ça n'a pas de bon sens. Tu sais. Fait que finalement, j'ai foncé. Je suis allé voir le directeur photo à l'époque du Soleil. Puis on s'est liés d'amitié. Puis il dit, viens me voir de temps en temps, on va prendre un café. Puis ça. Puis là, finalement, j'ai eu une ouverture en 1974, début 1974. Il m'a invité à l'essai. Puis là, il me fournissait des appareils. Je n'avais pas encore... j'avais un petit appareil, mais il me fournissait... Il y avait un Nikon, puis même un Speed Graphic. Je parlais du 4x5. À l'époque, on travaillait, on allait faire du baseball avec un Speed Graphic. Tu sais, c'était quoi? Il y avait les carnavals de Québec à l'époque, là, tu sais. Puis, vous faisiez encore ça, André, au début des années 70, vous utilisiez encore un Speed Graphic en photographie de presse? Oui, la première année, on se servait de Speed Graphic, mais là, on l'a laissé tomber, là. Mais moi, j'ai commencé c'est comme une nouvelle époque qui commençait, en réalité, tu sais. Le Nikon prenait de l'ampleur, là, tu sais. Mais moi, après 6 mois, là, je ne te raconterai pas vraiment ce qui s'est passé, qui a fait qu'ils ont été obligés de m'engager parce que j'ai fait une photo extraordinaire dans une circonstance que c'est pas moi c'est un miracle presque. Tu sais. Finalement, j'ai fait une super photo. Puis, tout le monde dans la salle de rédaction disait hey, le petit nouveau, il est bon. Tu sais. Il était obligé de m'engager à plein temps. Une fois que tu as fait ton 6 mois, tu es syndiqué, puis ils ne peuvent plus se passer de toi après. Tu sais. Puis, alors, de fil en aiguille, comme ça, là, j'étais allé me procurer 2 Leica. Là, je savais que j'avais un emploi, fait que écoute, ça a coûté cher, là. Ça a coûté avec 3 objectifs, là. Les meilleurs objectifs, le 1.2, là, tu sais, puis un M4, un M5.
ça avait monté au-dessus de 20 000 tu sais. Fait que, écoute, à l'époque, c'était beaucoup d'argent, là. Et là, moi, je voulais avoir les meilleurs appareils. Puis tous les autres photographes, ils disaient, voyons, ça n'a pas de bon sens. Pourquoi tu achètes des caméras à ce prix-là? C'est rien qu'un journal, tu sais, le gros trame, tout ça. Non, non, moi, je vais faire ma vie avec la photo, puis je vais avoir les meilleurs appareils. Puis là, c'était un tournant parce que les premières photos que j'ai faites avec le Leica, je pense que tu vois peut-être, je te l'ai envoyé, là. C'est un type qui déchire un annuaire téléphonique avec sa femme derrière dans une arène de lutte, dans une place là, vraiment austère, là, presque petit éclairage tungstène. Là. Puis booster le film à 1200 ASA avec plein de grains. Tu sais, on boostait les films avec du 3X à l'époque. On utilisait du 3X. Puis on boostait ça avec du D76, là, vraiment, puis ça donnait du grain. On n'avait pas le choix. Pour augmenter la sensibilité, il fallait pouvoir avoir des vitesses assez rapides, pouvoir geler le mouvement un peu. Tu sais. Fait qu'on composait toujours, puis ça prenait des objectifs très lumineux aussi. Tu sais. Fait que moi, la plupart des photographes, quand dans des situations comme ça, là, ils se servaient du flash. Mais moi, le flash, c'est très, très rare que j'utilisais le flash. Je voulais avoir toujours les ambiances naturelles. Puis, mais moi, je venais de l'école, Cartier-Bresson, tu sais, ces grands photographes-là, là, tu sais. Puis, pour les compositions, entre autres, puis le côté naturel, puis garder les ambiances, puis le moment décisif, puis tout ça, là, tu sais. Moi, j'ai été imprégné de ça. Je lisais plein de livres sur la photographie. Je suis un autodidacte en photographie. À l'époque, j'ai même acheté tous les livres d'Antoine Desilets. À l'époque, là, lui, il publiait des livres chaque année à l'époque, tu sais. Puis je pense que tous les photographes de ma génération, on a tout appris à faire de la photo avec les livres d'Antoine. C'était très vulgarisé parce que les livres qui venaient d'Europe étaient compliqués un peu, tu sais. Puis là, cette photo-là... photographie, André, tantôt, d'entrée de jeu. Oui, la photo... Tu nous as envoyé certaines photographies. Je veux juste te dire que dans la sélection, j'ai fait une sélection des photographies que tu nous as envoyées, puis on ne les présentera pas toutes, dont celle dont tu as parlé, on ne la présentera pas, parce que finalement, tu es un photographe très prolifique, on s'entend. Oui. N'importe qui te suit sur Internet un peu, sur Instagram, sait que tu es extrêmement prolifique, suffisamment pour rendre jaloux une bonne partie de nous. Alors, on a sélectionné certaines images, mais toutes ces images-là sont effectivement, on peut les voir là, souvent sur ton Instagram ou sur Facebook. Mais je ne les mets pas tous, je les mets pas tous. Non. Mais je ne les mets pas tous. Les images des années 70, je vais publier un livre là, bientôt, là, composé de 250 photographies. Je ne vais pas donner le titre encore, là, mais j'en ai publié quelques-unes pour donner un peu l'idée de quel genre de photos que je faisais à l'époque. Mais les 2 tiers des photos du livre ont été faites dans les années 70. Justement parce que j'étais propriétaire de mes négatifs, là, c'est une des choses. Puis, alors, c'est toutes des photos argentiques. Puis, le reste, c'est toutes des photos après que j'ai faites un peu plus tard, là. Quelques-unes avec le Hasselblad là, dans les années 80-90. Puis, à partir des années 2000, là, je suis tombé dans le numérique. Puis le reste, c'est toutes des photos numériques. Mais on va revenir tout à l'heure avec cette transition. Les gens ne les connaissent pas, ces photos-là, tu comprends? J'aimerais qu'on regarde ça, mais les gens les connaissent images pas. documentaires que tu as fait, André, initialement, justement, dans les années 70, parce qu'il y a quelque chose qui est réellement intéressant au travers de ça. Il y a plusieurs images. Puis écoutez, ce qu'on voit, on a sélectionné environ 5 photographies, mais ce sont des images qui ont une valeur historique, mais une valeur documentaire ou documentaire artistique, j'ai envie de dire, dans la pure tradition de la photographie, qui, à mon point de vue, est excellente. Bon, Daniel, si tu permets, là, on arrête sur cette photo-là pour t'expliquer ma démarche. Tu vas tout comprendre. Quand je fais une photographie, je pense toujours à l'histoire, le sens qu'il y a derrière. Écoute, cette image-là est très importante pour moi parce que c'est entre Québec et Lévis, sur le traversier, pendant la campagne référendaire de 80. Puis là, René, il pointe vers l'ouest. Tu sais, c'est la fameuse adage, là, les premiers coureurs des bois, là, Go West, Young Man. Là. Mais à cet endroit-là précise pourquoi qu'on appelle Québec. Québec, c'est un mot indien qui s'appelait K-E-B-E-C-K. Ça veut dire là où le fleuve rétrécit. C'est exactement cet endroit-là, comme dans un sablier, là, tu sais. C'est le passage entre l'Est et l'Ouest, en tout cas dans notre mythologie québécoise. Puis pour moi, cette image-là, elle exprime. Puis René Lévesque, écoute, c'était
c'est le politicien dans toute l'histoire du Québec, le plus aimé, le plus significatif. C'est lui qui a fait élire le premier gouvernement indépendantiste. Inutile de dire qu'au départ, comme Antoine, je suis un nationaliste des premières heures. Tu sais. Mais écoute, là, le monde change, puis il faut s'adapter à tout ce qui se passe. Mais cette image-là, pour moi, ça a un sens vraiment. Ça veut dire beaucoup plus que juste la belle photo de René Lévesque. Là. On voit d'ailleurs le château Frontenac derrière. Là, tu sais. Il y a plein d'histoires, il y a plein de sens à cette image-là. À chaque fois que je fais une photo, je veux toujours lui donner un double, un triple sens. Je fais appel à une sorte de poésie de l'œil, comme Lucien Francoeur m'avait fait un texte, là, m'avait offert un texte, puis sa femme, d'ailleurs, Claudine Bertrand, qui est une chevalière des lettres, elle m'avait déjà dit toi, tu es le poète du regard. Parce que c'est de la poésie, dans le fond, parce qu'il y a un mythe derrière, il y a une histoire, il y a toutes sortes de choses. C'est sûr que pour des gens qui ne connaissent pas l'histoire du Québec ou ne connaissent pas les choses que je viens de te dire, pour eux, c'est juste une belle photo. Tu sais. Mais ça reste, il y a un niveau que peu importe tes connaissances, que tu peux t'approprier quand même. C'est ce que je voulais dire. On peut retrouver ça vrai dans toutes les photos. Tu sais. Il y a tout le temps une approche. C'est ton approche générale parce qu'on voit encore ici René Lévesque. Voilà. Je pense qu'on s'entend pour dire qu'on sent très bien dans ces images-là que René Lévesque est un personnage politique ou un homme politique que tu aimais. Ça me paraît. Ah oui, j'ai suivi. Moi, j'étais là quand il a été élu en 1976, puis jusqu'après le référendum, j'étais au soleil encore à ce moment-là, tu sais, en 80. Mais tu vois, René Lévesque, c'est le discours de la défaite. Moi, j'étais à Québec, et la salle s'est vidée quand ils ont vu que c'était une défaite. Mais lui, il a fait son discours à Montréal de la défaite. Tu sais, quand il a dit, si je comprends bien, à la prochaine. Là. Mais tu vois, je l'ai placé. Là, j'étais tout seul dans la salle. Je suis resté là avant d'aller développer mes photos là, pour le journal. Puis j'ai pris cette photo-là parce que j'ai placé la télévision à l'endroit d'une fleur de lys dans le drapeau, tu sais, si tu regardes. Là. Puis tu vois, puis il est comme déçu, il a la tête, tu vois sa déception. Puis tu vois encore là, il y a le sens qu'on peut dire des choses avec les images, on peut parler. C'est ça que je trouve. Ma passion de la photographie vient du fait qu'on peut parler, on peut dire qu'est-ce qu'on ressent vraiment en faisant des photos. Pas juste prendre des photos comme ça, là, tu sais. OK, il y a une belle lumière, il y a toutes sortes de contraintes nécessaires à laquelle il faut s'initier. Il y a un message que tu as envie qu'on voit ou qu'on lise. Il y a un sens. Un message, je dirais pas jusque-là, parce que c'est prétentieux un peu, mais une opinion, il y a un sens. Peut-être il y a un sens. Il y a une opinion. Il y a beaucoup d'opinions sur Internet. Il y a très peu de réflexion. On est dans la culture du vide. Là. Non, il y a une réflexion. C'est que le livre que je te parle, là, ça fait 45 ans que je veux le faire, ce livre-là. Tu sais. J'ai eu le temps d'y réfléchir. Quand tu vois, lui, le sens que j'ai voulu lui donner à cette photo-là, c'est que j'ai photographié son accent. Tu sais, Raymond Lévesque, quand il chante « Quand les gens vivront d'amour », tu sais, la bouche, là. J'ai l'impression que j'ai photographié son accent, tu sais. Puis tellement plein d'amour, tu sais, il a les deux bras ouverts, il est prêt à t'accueillir, te donner un hug, là, tu sais, c'est pas... Puis sa petite veste, là, en carreau rouge, là, même si c'est en noir et blanc, on sait que c'est très québécois, c'est un peu bûcheron, là, tu sais, un peu... mais c'est ça, c'est un être attachant, Raymond Lévesque. Oui, mais ce sont toutes des images qui parlent d'une même époque, d'une même culture aussi, ou d'une même pensée philosophique, plus une pensée philosophique que d'une pensée politique. Oui, c'est ça. Il y a un sens à l'histoire, il y a un sens culturel, il y a un sens parfois psychologique, parfois spirituel, parfois, mais il y a un sens. Tu sais, des fois, il y a plusieurs sens. Ça dépend du regard que l'on porte. Comme celle-là, cette photo-là, elle me faisait penser, si tu veux, d'ailleurs, il y a une autre photo qui va avec que je ne t'ai pas envoyée, là, mais parce que mon livre, sont en duo, la page de gauche, la page de droite. Puis j'ai photographié à l'espace de 4 ans d'intervalle une autre image dans le même angle, sans le savoir, puis c'est des snowbirds dans le ciel. C'est le même angle. La même église qu'on voit en arrière, c'est pendant l'été. Puis il y a ces images-là, quand il y a des oiseaux, on dirait qu'ils sont perchés sur un bille. En même temps, ça me fait penser, tu sais, les fameuses photos
des rigueurs d'acier là, à New York quand ils construisaient les premiers gratte-ciels. Là. Oui. Tu sais, Mais c'est tout à fait à ça que ça me fait penser, André. Puis c'est sûr, voilà. moi, quand j'ai regardé les images que tu nous as envoyées, c'est certain que j'ai choisi cette image-là, compte tenu que c'est une image extrêmement représentative du Carnaval de Québec dans les années 70. Puis, à l'époque, personnellement, j'étais à Québec. Alors, suis-je pleinement objectif? Je ne pourrais pas le dire. Ouais. Mais c'est une image qui vient chercher quelque chose que je trouve qui est intéressant là, au niveau de l'histoire. Oui, puis il y a quelque chose au niveau, parce qu'il y a quand même, formellement, je suis un amoureux de la photographie, ça, on s'entend, là, tu sais, nonobstant tout ce que je viens de te dire. Moi, j'aime beaucoup cet effet de perspective atmosphérique. C'est-à-dire, plus tu t'éloignes, puis plus les paysages s'estompent dans la brume un peu. Puis ça donne une troisième dimension, tu sais. Et là, ça, c'est on quitte Québec, on se retrouve à Belfast. À Belfast, oui. Ben écoute, lui, moi, je trouve que c'est lui, tu sais, la vraie image du marin, là, dans la baie de Belfast. C'est là qu'on construit le Titanic en passant. Hein. Puis la baie de Belfast, c'est extraordinaire. Ça prend du temps avant d'arriver à Belfast. C'est une grande baie. D'ailleurs, c'est pour ça que les navires de guerre britanniques, puis tout ça, là, les paquebots, les pétroliers, ils sont construits là. T'sais. Onassis faisait construire ces pétroliers-là. Mais lui, c'est le vrai marin. Tu sais, quand on dit Popeye, je suis Popeye, le vrai marin. Moi, je trouve que c'est lui le vrai marin. Tu sais. Écoute, André, il y a peut-être les avant-bras qu'il faut travailler un peu dans notre personnage. Oui. Mais pour le reste, il y a la phase... il commence à ressembler un peu. Écoute, toute cette période de photographie documentaire-là que tu as vécue à l'époque, tu en étais un grand amoureux. De toute façon, je sais que tu es un grand amoureux de la photographie. Pour en arriver un jour à une approche qui est beaucoup plus contemporaine, tu fais un virage qui est important. Pourtant, puis je regarde un peu les quelques images que tu as faites dernièrement dans le temps de la COVID. Je sais qu'on n'en parlera pas ce soir, là, on ne démontrera pas ça, mais tu as quand même un retour vers là un peu. Fait que je pense qu'on ne nie jamais qu'on est jamais vraiment. Mais il y a. J'ai jamais vraiment quitté ça. Oui, tu as pris un virage clairement contemporain. Puis tu as posé un regard différent sur les éléments qui t'entouraient. Et on se retrouve avec une toute autre approche que tu commences à travailler avec un livre qui arrive par après, qui est Épreuve du temps. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce... Oui. Ça, c'est dans la même série qu'Épreuve du temps, c'est-à-dire c'est toutes des images qui représentent l'érosion urbaine. Et moi, j'ai posé encore une fois un regard poétique sur ces érosions-là. Parce que, tu sais, il y a plein de monde qui en ont fait des photos comme ça, là. Mais il y a comme cette image-là, elle ne fait pas partie du livre. Je les ai fait après mon livre. Parce que parfois, j'en fais quelques-unes. Tu sais, les corpus, je les délaisse jamais complètement. Des fois, ils me reviennent, tu sais, au passage, comme ça. Je vois des images, puis ça me ramène à la démarche d'Épreuve du temps. Épreuve du temps, il a été traduit en 5 langues, là, Imprints of Time, Impresiones del Tiempo. Il a été en japonais, en chinois, dans le même livre que j'ai publié en 2008. Oui. André, est-ce qu'on peut te demander comment ça s'intitule en chinoin? Non, je ne peux pas te le dire. Là, il y a François qui t'écoute, puis là, tu peux être dans le trou si tu te trompes. Non, mais regarde, ça, c'est la photo de couverture du livre. Mais François, si tu as le livre entre les mains, là, à la fin du livre, il y a une traduction chinoise du texte. Mais là, tu vas être capable de... Pardon? Il est distribué en Chine? Non. Non, mais j'aimerais bien ça, par exemple. Si tu mettre un contact, on peut s'arranger. Ah oui, ben oui. C'est un peu d'argent. Oui, c'est ça. Vous réglerez vos affaires de business après l'entrevue, les gars. Là. C'est bon. Hey, en passant, ce livre-là, comment c'est arrivé, ça, cette démarche-là? C'est ça la question que tu aurais aimé me poser, hein? Oui, bien, c'est tout un changement de partir de quelque chose qui est assez concret, mais du documentaire, d'en arriver à cette approche-là, mais en même temps, quand on y regarde comme il faut, c'est encore du documentaire, selon moi. Oui, parce qu'en fait, parce que c'est très politique, ces images-là, si tu y penses à l'embargo américain qui fait qu'à un moment donné, pourquoi tous ces édifices-là sont dépéris puis sont presque en état, c'est comme une ville qui a été bombardée quasiment, là, tu sais,
Les murs sont tous... ils n'ont pas d'argent pour les peinturer, ils n'ont pas d'argent pour les rénover. Fait que c'est à l'abandon, le soleil, les tempêtes, puis la pluie, puis tout ce que tu veux. Fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose, il y a du caractère. Tu sais, la ville a du caractère. Pour moi, c'était un paradis pour moi quand je suis tombé là-dedans. Je n'en venais pas, tu sais, parce que j'avais commencé à en faire à Montréal. Puis quand j'ai commencé à faire ces photos-là, parce que si on parle la plupart des photos du livre, là, les trois quarts et plus, ont été faits à la Havane. Mais avant, le thème, je l'ai développé à Montréal. Comme ça, c'est à la Havane, tu vois. Et je l'ai développé à Montréal. Puis comment c'est arrivé? C'est que je me suis fait voler mes Leica. Tu sais, j'avais quitté le soleil, là, ça faisait 4-5 ans, là, en 86 à peu près. Puis je me suis fait voler mes Leica. Puis il me restait 2 Hasselblad. Fait que là, écoute, j'étais un an, là, j'étais en dépression. Je n'avais pas d'argent, j'avais pas d'assurance, pas d'argent pour m'en racheter. Tu sais, j'étais pigiste à l'époque. Il n'y avait plus de salaire que j'avais quand j'étais au soleil. Fait que, tu sais, c'était pour moi, j'étais comme un deuil, puis c'était très dur cette période-là. Fait que là, par dépit, c'est comme, je voulais même plus photographier personne. Tu sais, je faisais du ressentiment contre la vie, whatever. Tu sais. Puis à un moment donné, je me suis commencé par dépit à photographier des cochonneries avec mon Hasselblad, j'avais une lentille macro, là. Puis je me promenais dans les ruelles, puis je photographiais des cochonneries qui traînaient à la tête. D'ailleurs, il y a une photo, je te l'ai envoyée, ça s'appelle Revue de pacotille. Cette photo-là, j'ai commencé en 89 à faire ça, mais ça date de 91. Alors, mais ça l'exprime bien. Puis là, je me suis rendu compte que je faisais des gros agrandissements, puis je les vendais. Le monde pensait que c'était des peintures. Puis à l'époque, là, on n'était pas dans le numérique encore, tout ça. Là, puis là, j'essayais de rentrer dans les galeries de peinture. Et avant même que, quand je leur disais c'est de la photographie, ils ne voulaient même pas voir. Regarde, c'est ça, justement, c'est cette photo-là. Tu vois, c'est des cochonneries d'une ruelle. Tu vois la cote-barre, là, puis André, des excuse-moi affaires de... de t'interrompre. On a une question ici. Oui, Quelqu'un qui a une question à te poser? vas-y. Allô, allô? Oui. Vas-y, pose ta question, s'il te plaît. C'est quoi ton nom? Caroline, OK, c'est parce moi qu'on ne voit pas ton nom, c'est pour ça. On voit nous tous. Ah ouais, non. Oui, Malheureusement, salut je Caroline. suis pas très bonne là-dedans, mais ma question est, moi j'ai travaillé, l'argentique, ça a toujours été mon favori. Et j'ai travaillé en studio, moi, on faisait de la quincaillerie, du commercial, on faisait du portrait, on faisait de l'artistique. J'ai touché à tout. Et quand le virage numérique est arrivé, quel effet ça t'a fait? Est-ce que tu as perdu du travail à cause du virage numérique? Et puis, est-ce que tu as pu continuer longtemps à utiliser tes appareils? Moi, ça a été une libération quand le numérique est arrivé. Quand il était à point, là, parce qu'au début, je n'aimais pas ça, je trouvais ça un peu froid. Mais à partir de 2004, là, 2005, là, les caméras commençaient pas mal à être... Puis les ordinateurs aussi. Alors, tu sais, ça devenait intéressant, là. C'est là que j'ai commencé vraiment en 2004 à peu près, tu sais, avec mes premières caméras numériques. Puis, mais comme l'image qu'on voit présentement, là, ça, c'est fait avec la Hasselblad avec du négatif. Mais ce que je faisais, c'est que je scannais mes négatifs, puis je comprenais que c'était mieux d'imprimer numérique, photographier argentique, mais imprimer numérique. J'ai commencé comme ça. Puis moi, je vendais des grands, c'était des grands tableaux que je faisais, tu sais. Quand je fais de l'art contemporain, c'est toujours des grosses pièces. Aujourd'hui, je suis rendu à 60 pouces par 60 pouces. Là, tu sais. Je pense, André, qu'à ce moment-là, tu étais dans une autre approche. Hein? Je crois que tu arrivais dans une approche qui était moins commerciale aussi, et tu étais dans un processus créatif. Oui, bien là, je commençais à t'appeler onirique. D'ailleurs, on m'a presque volé ma question parce que tu m'avais déjà dit que ça t'avait libéré, effectivement, le numérique. Puis, je suis content que tu me nommes. Mais je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi ça m'a libéré. Pour plusieurs raisons, mais une des principales raisons, à chaque fois que je sortais mon Hasselblad avec les Polaroid, le film, juste un film 12 poses, un Polaroid, c'était 100 $ en partant. Là. Jusqu'au contact, le négatif, puis tu sais, tout ça, là, les Polaroid. Fait que, tu sais, c'était dispendieux. Là, on ne parle pas des scans. Des scanners négatifs, à l'époque, ça coûtait 60. Un bon scan, ça allait jusqu'à 75 $. Tu sais.
pour faire des gros prints, là. Puis, alors, tu vois, comme cette photo-là, en passant, puis, parce que ça ne coûtait rien. On peut créer avec le numérique. Puis, quand on a un peu plus d'argent, ben là, on va pour le processing, le print, puis en laboratoire. Puis, parce que je ne fais pas ça chez moi quand c'est des gros prints comme ça, là, je vais au laboratoire. Puis, les encadrements coûtent énormément cher aussi. Alors, c'est c'est une activité de millionnaire, tu sais. Puis, on sait que les photographes, moi, je marche à la petite semaine, là, je vends un print, j'avance de 2-3 kilomètres, puis c'est comme ça, tu sais. Puis la photo, si tu reviens avec la photo avant, là, ce qui est intéressant, c'est la série Illumination. L'autre photo qu'on a vue avant, là, a été faite au Vietnam. Regarde ces photos-là, c'est des Bouddhas de glace, des close-up de Bouddhas de glace. J'ai fait qu'on appelle un split image, là, pour avoir l'impression dans le centre de l'image, c'est comme des caractères en état d'illumination, de méditation. Puis il a été imprimé c'est la seule photo que j'ai imprimée sur du verre trempé. Je l'ai vendue d'ailleurs, cette photo-là. Imprimée sur du verre trempé avec 550 lettres derrière qui éclairent ça. Puis elle mesure 200 cm par 100 cm. T'imagines, elle pèse 300 livres, la photo, là. Puis j'étais content de m'en débarrasser parce que les gens voulaient que je l'expose tout le temps. Puis là, je disais, la prochaine fois qu'elle va sortir de chez moi quand je vais l'avoir vendue, tu sais. Parce que je l'ai exposée à 2-3 reprises. Là, puis écoute, ça me prenait des déménageurs pour déplacer cette photo-là. Tu sais. Mais c'était extraordinaire. Je l'ai eu pendant un certain temps chez nous. Le soir, j'allumais ça, là, puis je faisais de la méditation. Je pense, André, que ce que tu viens de raconter là comme anecdote sur cette photographie-là, qu'on vient de voir juste avant, une question. Ça parle de ta passion. Oui, absolument. Ça, c'est la série Illumination. Ceux-là ont été faits à La Havane, mais j'ai fait des split images, puis j'ai voulu, tu sais, c'est jamais gratuit. C'est sûr que quand tu fais des split images comme ça, un peu comme Urtubise faisait avec ses toiles, là, mais c'est sûr qu'il y a toujours un caractère qui apparaît dans le milieu. Des fois, c'est des bestiaires comme là, c'est plus... André, on a une question de Jules. Oui. Ouais. Tu disais que tu as rencontré Antoine Desilets. Est-ce que tu aurais une anecdote photo à nous raconter en rapport avec lui ou est-ce qu'il t'a donné un conseil photo? Ben, je vais te raconter quelque chose vraiment, en tout cas, c'est valorisant pour moi, là, mais j'avais une agence de photo quand j'étais à Québec, ça s'appelait Groupe Image. C'est parti en 78, fin 80. Puis j'avais fondé cette agence-là avec un photographe du Journal de Québec qui est décédé, Richard Cloutier. Puis alors, on avait parti sur la rue Petit-Champlain. Puis là, moi, j'étais allé voir à la veille du référendum, à peu près 6-7 mois avant le référendum, au début 80, j'étais allé voir Antoine chez lui. Puis j'ai demandé, j'aimerais ça que t'exposer, de faire une exposition sur l'évolution du mouvement indépendantiste, parce que je savais qu'il avait pris des photos de Champagne, du RIN, Bourgault, puis tout ça. Il a pris toute une série de photos dans les années fin 50, des années 60. Puis moi, j'étais un peu la relève. Lui, il était à la retraite à ce moment-là. Il avait pris sa retraite de la presse, tout ça, là. Puis le journal Le Jour qui avait fait, qui a fermé. Puis il était à la retraite. Imagine, en 80, fin 80, il avait pris sa retraite. Puis il était bien content. Oui, il est venu. On a sélectionné dans sa photothèque des prints argentiques. Puis il a fait encadrer ça. Puis on a fait un gros show à Québec. Puis là, je me souviens, il venait de sortir un livre avec Bob Fisher. C'était la photographie de A à Z. C'était un gros lexique comme un dictionnaire photographique. Puis il l'avait autographié. Puis il avait indiqué dessus, il avait dit à mon ami André, parce qu'on est devenus amis, tu sais, il dit à mon ami André qu'il n'a pas besoin de toute cette littérature photographique pour faire une bonne photo. Fait que lui, en quelque sorte, il m'avait dit, j'étais comme un peu, en tout cas, c'est ce qu'il m'avait dit, là, tu sais, je ne dis pas des blagues que je ne veux pas. C'était comme un peu son dauphin, tu sais, c'est comme, il me voyait comme plus jeune que lui, puis que j'avais une démarche aussi nationaliste, puis je faisais des photos de René Lévesque, puis de Félix Leclerc chez lui, puis tu sais, tout ça. Il voyait tout ça, là, tu sais, j'avais montré des photos, tout ça. Fait que lui, il était content, tu sais, il y avait un jeune qui prenait la relève, la suite des choses, tu sais, c'est comme... Il y en a eu d'autres dauphins. C'est une belle anecdote, André. Puis je dois dire, quand Jules a posé la question, ça me fait sourire parce que je me suis dit, regarde bien le temps que ça va prendre quand André va raconter son anecdote.
Je pourrais t'en raconter d'autres aussi, tu sais. Ah, ça, je le sais. On va aller de l'avant un peu avec quand même quelques images parce que ton travail est des plus intéressants. Et on est effectivement toujours dans l'élimination. Oui, ça, c'est au Vietnam toujours. En fait, c'est une série, j'en profité pour élaborer un peu plus sur ce thème-là. Ça, c'était à Saigon, au Vietnam. Puis c'était une amie vietnamienne qu'on correspondait, ça faisait 1 an qu'on correspondait ensemble. Puis moi, je rêvais d'aller au Vietnam, ça fait longtemps que je veux aller là, tu sais. Puis je me suis fait une copine qui parlait très bien anglais. Puis finalement, elle m'a envoyé des photos, des fois, elle est allée visiter dans un parc d'attractions. C'était un gros warehouse réfrigéré, c'est sous les tropiques, là. Puis il y avait à peu près une quinzaine de gros Bouddhas de glace, à peu près de 12 pieds de haut, tout sculpté en glace avec un jeu de lumière. Puis là, elle se fait photographier, elle a resté 5 minutes. Les autres ne sont pas capables, le froid, ça va capable d'endurer ça. Tu sais. Moi, j'ai décidé finalement, je vais joindre l'utile à l'agréable. Je vais aller au Vietnam, je vais aller la visiter. Puis en même temps, c'était mon compagnon de voyage, elle m'a montré plein de places. Puis elle parlait la langue. Moi, je ne parlais pas un mot vietnamien. Ça m'a aidé énormément. Tu sais. Puis c'était comme mon guide de voyage en même temps, une fille extraordinaire. Puis quand j'ai vu les Bouddhas de glace derrière elle, là, moi, je ne regardais pas les Bouddhas, je regardais la texture, la glace. Fait que je savais exactement ce que je voulais faire. Fait que je me suis pointé là avec un trépied avec ma nouvelle caméra numérique, là, 22 millions de pixels. Puis j'ai pris plein de textures de glace. J'ai fait des split images parce que là, j'étais encore dans le thème illumination à cause des personnages qui ont l'air à méditer puis en état d'illumination. Puis finalement, on ne décèle pas nécessairement les Bouddhas. Ça, c'est un autre thème, ça, c'est tubulaire. C'est une série tubulaire. C'est un autre thème, puis on le faisait exprès pour l'amener. Puis depuis le début, ce que je vois derrière ça, c'est ça, on a l'impression visuellement, quand on regarde l'ensemble de ton travail et de tes images, qu'on est passé d'une chose à l'autre qui est peut-être parfois très différente, alors qu'on est toujours un peu au même endroit, dans les mêmes préoccupations humaines que tu peux avoir, le même regard que tu poses. Et tu es en train, j'ai le sentiment, quand j'ai vu ton exposition, tes expositions initialement, parce que j'étais à la Galerie Bernard, j'ai vu ton exposition photographiée. Et j'ai toujours eu le sentiment que tu étais en train de nous montrer quelque chose qu'on ne regarde pas, qu'on ne voit pas, qui est là sous nos yeux, parce que c'est aussi sous tes yeux, mais on ne le voit pas. Et toi, tu as pris le temps de t'arrêter puis de le voir, puis tu t'es dit, tiens, je vais le montrer. Et d'ailleurs, souvent en assez grand format, ce que je trouve très impressionnant. Oui, ça change la perspective. Puis étant donné que je n'ai pas des bons yeux, puis je fais des close-up ça, c'est pas tellement. Ça, c'est un autre. Les 2 photos, là, celle qui est passée avant, puis celle-ci, c'est des tubulaires. J'en ai réservé 2. J'en ai pas fait une tonne de ça, mais ça serait long à te raconter. C'est la première fois que là, j'intervenais dans le processus de création. J'ai fait fabriquer des tubes avec un ami qui faisait du souffleur de verre, là, puis on a introduit sous vide des encres de différentes couleurs. J'ai placé dans des bacs de sel pour pouvoir les manipuler avec un gros flash électronique de 2400 watts qui vient faire ressortir toute la lumière derrière. Puis, écoute, ça, c'est formel, c'est un peu formaliste, la démarche là, de ça. C'est-à-dire que c'est pour la beauté, les couleurs, tout ça. Je sais pas, j'avais imaginé ça fait longtemps que mon copain est un souffleur de verre. Je me disais un jour, on devrait faire un projet ensemble. Tu sais. Puis on l'a fait, finalement, on a réussi à le faire. Mais ça a pris du temps, là, ça a pris quelques années avant que je me décide à vraiment le faire. Tu sais. Puis il est décédé aujourd'hui, malheureusement. Mais un chic type, on a vraiment trippé à faire ça. Tu sais. Il m'a aidé énormément. Qui était ce souffleur de verre? Gérald Collard. OK. Il y avait c'est la maison du verre, la petite maison du verre, je pense que c'est ça, il était là à un moment donné. Oui, c'était à titre de curiosité, je pensais à quelqu'un d'autre. Mais est-ce que c'est intéressant de voir cette image-là? Puis alors que je suis en train de penser à ce que tu disais initialement au début de l'entrevue, André, où tu travaillais sans flash électronique pour ton travail documentaire parce que tu voulais garder l'ambiance qui était présente. Mm-hmm. Puis là, tu crées maintenant une nouvelle ambiance. Dans le cas tubulaire, tu as créé de nouvelles ambiances. Oui.
Mais c'est tout ça. exceptionnel. Je suis jamais intervenu comme je l'ai fait là, à ce moment-là, tu sais. Oui, Mais c'est ça. C'est comme. c'est un Mais ça aparté vient un montrer peu. peut-être l'aspect exploratoire que tu as probablement toujours eu Oui, oui, dans ton oui, approche. exactement. J'aime ça sortir de ma boîte, tu sais, d'inventer tout le temps des nouvelles choses. Tu sais, je prends des Oui, risques des fois, c'est pas toujours probant, là, mais ce que je monte, c'est parce que le résultat est probant, tu sais. oui. Puis Mais là, tu arrives aussi, j'essaie. puis là, tu arrives un jour à tes univers chiffonnés, qui sont Ah une ben ça série c'est mon thème exceptionnelle. favori depuis une dizaine d'années que j'explore ça. Ça, c'est encore un autre. Tu vois, c'est encore un autre hasard. Ça, j'ai commencé, mon miroir d'auto a cassé, m'a donné, a été vandalisé. Puis j'ai mis une espèce de papier collant qu'on prend chez Canadian Tire, là, en attendant d'avoir le vrai miroir, tu sais, que j'avais commandé. Puis là, ça fait des formes un peu ondulées, là. Puis à un moment donné, je regarde, tu sais, une journée, je sais pas, je regarde à travers le miroir, puis je vois, là, c'est tout. Là, je dis, hey, c'est intéressant, ça là. Puis là, j'ai été photographier ça, puis j'ai dit, oh, wow, intéressant. Fait que je me suis commandé des millards, des papiers millards des États-Unis, là. Tu sais, on fait des ballons avec ça, on enveloppe du chocolat, là, tu sais, en tout cas. Il y en a différentes sortes. Puis là, je les ai chiffonnés, je les ai stretchés, je les ai collés sur un board. Puis là, je les ai emmenés dans différents environnements à Montréal. Il y avait des couleurs différentes. Puis à chaque fois que je change d'environnement, les couleurs changent. Puis les chiffonnages aussi changent. Puis j'ai fait des close-up dans ces structures-là. Puis regarde, tu vois, en fait, c'est une allégorie sur la structure de l'univers. Pourquoi j'ai appelé ça univers chiffonné? Parce que ça, c'est un thème qui existe chez les cosmologues, là, les astrophysiciens. C'est Jean-Pierre Luminet. C'est un astrophysicien un peu comme Hubert Reeves, là, vulgarisateur scientifique en France. Puis il venait de sortir un livre qui s'appelait Cosmos et Illumination. Moi, ça faisait déjà 1 an que je travaillais là-dessus, là, ma série mais je n'avais pas donné de titre encore. Fait qu'à un moment donné, dans son livre, une entrevue à l'émission Les Années-Lumière, Radio-Canada, j'écoute ça, j'étais en auto, puis là, le journaliste il dit, c'est quoi, vous parlez des univers chiffonnés, c'est quoi ça? Ben, il dit, c'est comme, c'est compliqué à expliquer, là, mais l'univers serait structuré comme un papier qu'on chiffonne, avec toutes les, tu sais, quand tu lis la théorie générale d'Einstein, puis la physique quantique, c'est-à-dire le plus grand au plus petit, tu vois qu'à un moment donné, la lumière est au centre de tout ça, tu sais, dans le fond, parce que sur une longue distance, avec les trous noirs, la gravité, la lumière est courbée sur des longues distances, des années-lumière. Puis là, ça fait toutes sortes de structures comme ça, tu sais. Puis on peut imaginer, moi j'ai essayé, justement, dans la petite vidéo que je t'ai envoyé, le lien, j'ai fait un projet avec des jeunes qui s'appelle Abstract, avec des détections de mouvement, puis ils sont inspirés de mes œuvres pour faire cette application-là. Puis finalement, quand j'ai essayé de donner une impression que qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on ne peut pas voir, même avec le plus puissant des télescopes ou du microscope, puisqu'on parle de physique quantique, là, le plus petit au plus grand, qu'est-ce qu'on n'est pas capable de voir, même avec le plus impressionnant des outils, au-delà peut-être des multi-univers. Il paraît qu'il y aurait peut-être d'autres univers. C'est juste des théories. Mais là, à un moment donné, on est dans la poésie, on est dans l'intuition, on est dans l'imagination. Il n'y a personne qui peut me contredire parce que personne n'est pas allé encore. Tu sais. Il y a juste l'imagination qui peut te permettre, comme disait Einstein, l'imagination, c'est au-delà de l'infini, de l'impossible. Tu sais. Ouais. Tu vois, ça pourrait être des nébuleuses à quelque part dans un autre univers, on ne sait pas. Tu sais. Mais moi, je trouve ça, il y a un parallèle entre quelque chose, la peinture formelle, avec l'exploration de nouvelles textures, de nouvelles couleurs, de nouvelles. C'est toujours des formes composées, structurées. C'est très structuré. Hein? Je veux dire, il y a une étude là-dedans. Là. C'est pas gratuit là, comme ça. Là, tu sais. J'en ai fait des milliers, puis sur des milliers, j'en retiens peut-être une dizaine. Tu sais. Fait que c'est pas évident. J'essaye plein d'affaires, mais c'est pas toujours. Mais en bout de ligne, celle que je retiens, c'est parce que c'est digne de mon intérêt. Puis ça, encore là, c'est des gros tableaux, ça. C'est appelé à être des gros tableaux. Et là, je peux créer tant que je veux, ça ne coûte rien créer, mais si je veux les montrer, ben là, ça va me prendre un commanditaire, ça va me prendre. C'est ça que je suis en train de travailler là,
avec différentes personnes. On est en train d'essayer de trouver une façon. J'aimerais ça, d'ailleurs, faire venir Jean-Pierre Luminet. J'ai participé, d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, là, mais regarde, il y a un livre ici. Regarde, tu vois? Ça, c'est Les Univers chiffonnés. C'est un livre de Virginie Francoeur, la fille de Lucien Francoeur, qui a publié un livre qui s'appelle « Elle a compris ça », parce qu'elle essaye de... Elle a fait une thèse là-dessus, Sciences et arts, ça s'appelle « Transversalité des connaissances ». Elle essaie de décloisonner les départements universitaires. C'est-à-dire, elle a fait une exposition à Québec à un moment donné. Là, chaque artiste essayait de transposer une idée de chacun des départements. Puis elle a fait, en tout cas, elle a essayé de faire communiquer ensemble les différents départements pour que les gens sortent de leur bulle. Tu sais. Ils sont isolés chacun dans leurs petites affaires. Là. Puis quand on fait se communiquer ensemble, en tout cas, on peut avoir des meilleures idées, des nouvelles choses. Tu sais. On a besoin de ça aujourd'hui. On est en urgence climatique, on est en urgence de... tu sais, on parle de racisme. On a besoin d'avoir des discussions qu'on n'a jamais voulu avoir, tu sais, sur des sujets importants. On est en survie, là, tu sais. André, on arrive à la fin de notre entrevue déjà, puis je sais que tu pourrais nous parler de ta création et de ta passion pour la photographie pendant une bonne heure. Puis il y a quelques questions peut-être que les gens auront à poser. On garde quelques minutes en termes de période de questions. Juste avant, je veux juste te dire que pendant qu'on parlait, je réalisais qu'au travers de toute ta photographie, depuis le début, tout ce que tu fais a toujours un sens qui va au-delà de l'image. C'est ce que je retiens avant toute chose. Et j'ai envie de te dire merci de nous donner à voir qu'est-ce qu'on ne regarde pas toujours. Alors, s'il y a une période de questions, bien, François, qui est le grand maître pour la période de questions, c'est juste démuter votre micro et poser votre question si quelqu'un a une question. Non, personne n'a de questions? OK. Ben, moi, je remercie André. Ah, Micheline! Je suis contente de te voir, André. Salut, ben oui, il y avait Micheline, je pensais justement à toi l'autre jour. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, hein? Oui. L'amoureuse des couchers de soleil. Non, les levées de soleil. L'amoureuse des levées de soleil. Oui. Hein? La beauté avec les jeudis de la photographie, c'est que personne n'est confiné, on est tous ensemble, on est tous collés sur le même écran. Oui. C'est merveilleux. Ça fait merveilleux, intéressant de t'écouter, André. Oui. Je pourrais te proposer d'envoyer tes... Est-ce que tu m'entends? Oui, on t'entend. Oui, je t'entends. Okay. Écoute, le style Cosmos que je vois à l'occasion que j'ai vu... Attends, je pense que tu m'entends pas. Est-ce que... Oui, je t'entends très bien. OK, bon. Le style Cosmos, dans ma famille, on l'a pratiqué énormément en peinture. Ma grand-mère avait été aux Beaux-Arts, puis tout ça. Jamais elle avait touché à la photographie. Et la NASA s'est intéressée à elle. Alors, envoie ton travail à la NASA, puis tu vas peut-être intéresser certains qui ont été dans l'espace. Parce qu'effectivement, les nébuleuses, puis tout ça, de leur point de vue, apparemment que, ils doivent sûrement en avoir un petit peu plus qu'ils montrent, là. Ben, mais André, si tu veux vendre ton livre... Ma grand-mère a vendu une peinture à un des astronautes, ça fait longtemps, là, mais on ne sait jamais. Moi, je te dirais, je suis bonne pour faire des liens entre deux. Envoie ton travail par là-bas, il va y avoir quelque chose qui va se passer, je suis certaine. Ouais. Je pense que vous allez être bon pour une discussion offline, probablement. André, si tu vends ton livre en Chine, envoie-les aux cosmonautes chinois, tu vas avoir plus de chance, peut-être. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Hey, François, il faudrait qu'on se parle un moment donné des Chinois, là.
On Ça aussi, parle ça va être Merci offline. beaucoup, André, de ta présence ce soir. Moi, je suis un énorme fan de René Lévesque. J'ai beaucoup aimé ces photos-là. Puis, j'ai Ah, rencontré. tu vas adorer mon j'avais prochain 14 livre. ans, moi. Je l'ai rencontré, j'avais 14 ans. C'était drôle. Juste une anecdote rapide, s'il vous plaît. Ah, ouais. Il Non, était c'est pas premier toi en ministre entrevue, du Québec. François. Je le rencontre, puis il me dit « Bonjour, je m'appelle René Lévesque. » Puis j'étais « Ben, je le sais, tu sais, premier ministre. » Ah, ouais. J'ai déjà eu une affaire Juste vous comme ça dire que avec la lui semaine aussi. prochaine, on arrive déjà à la fin de notre émission. André, un grand merci. La semaine prochaine, Merci de nous m'avoir avons invité. quand Hein? même... Merci beaucoup, André, de ta présence. Puis, ça se peut qu'on te relance parce que je pense qu'on a encore des petits trucs à dire, à raconter. C'est vraiment intéressant. Et la semaine prochaine, comme invité, nous avons Robert Hébert des éditions Cayenne. Alors, c'est une approche un peu différente. Il va venir nous parler un peu de l'édition photographique. Super. Tout ce qui tourne autour, fait que c'est un rendez-vous. En passant, Daniel, le livre que tu as parlé tantôt de Daniel Morel, je l'ai. Excellent livre en passant. Des photos Ouais. vraiment extraordinaires. Oui, Ouais. c'est excellent, puis c'est vraiment un regard T'as à un l'intérieur. être extraordinaire aussi. D'ailleurs, tu me fais penser à ça, Effectivement. faudrait que je l'appelle. C'est un bon gars. C'est devenu un ami, mais on ne se voit plus depuis le confinement. Là, tu sais. Ça nous a ralenti On un s'est peu tout le perdu un peu. monde, mais on va se revoir. Ouais, ouais. Merci Ouais, merci de votre j'espère. présence à tout le monde, puis on vous souhaite une bonne soirée. À la semaine prochaine, on espère vous revoir. J'adore revoir les mêmes visages comme ça, qui sont des Belle émission, fidèles vraiment des bien habitués. fait. Merci. Merci à tout le monde. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous les envoyer. On va mettre les informations de l'émission d'aujourd'hui. On va mettre ça sur la page Facebook des Jeudis de la photographie. Donc, merci beaucoup. Merci, François. Merci. Hein? OK. Bye-bye. Bonne soirée. Bye-bye.